Alors, bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui va porter sur l'automatisation de nos workflows Kubernetes grâce à l'outil GitHub Action. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons voir comment créer un pipeline CI/CD, CI pour Continuous Integration et CD pour Continuous Deployment. Donc, nous allons voir comment automatiser nos pipelines CI/CD pour automatiser le déploiement d'une application Node.js dans différents environnements, que ce soit un environnement de staging, pour effectuer nos tests et l'environnement de production sur un cluster K8S qui sera hébergé sur la plateforme Cloud DigitalOcean. Donc, à qui ce cours est destiné? Ce cours est destiné aux personnes qui sont déjà curieuses, qui aimeraient savoir ce que c'est un peu le DevOps, quels sont les outils, qui sont quelques outils DevOps qui sont utilisés pour réaliser les tâches DevOps, et aussi aux personnes qui sont assez initiées déjà, qui aimeraient juste savoir quelles sont les étapes à suivre pour mettre en place un workflow K-Vitesse grâce à l'outil CI/CD GitHub Action, tout simplement. Alors, il faudrait noter que dans cette vidéo d'introduction, nous n'irons pas en profondeur dans l'utilisation ou bien dans l'explication des différents outils, que ce soit Docker, Kubernetes, GitHub Action ou DigitalOcean, mais nous essaierons en fait d'expliquer ce que chacun est, à quoi il va servir et à quel moment l'utiliser, tout simplement. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par voir la table de matière ou bien le sommaire. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer d'apporter une certaine définition au terme DevOps, c'est quoi? À quoi est-ce que c'est un DevOps? Nous allons essayer de voir ce qu'est GitHub Action, à quoi il sert, pourquoi nous allons l'utiliser. Nous allons voir ce qu'est Docker et également à quoi il sert et pourquoi l'utiliser. Nous allons essayer de voir c'est quoi Kubernetes ou K8S et c'est quoi DigitalOcean. Et ensuite, maintenant, nous allons essayer de prévisualiser en fait ce que nous allons faire lors de la deuxième partie de cette vidéo qui sera la partie pratique où nous allons faire from scratch, step by step, la mise en place de notre pipeline CI/CD grâce à GitHub Action. Donc, déjà, c'est quoi le DevOps? Le DevOps, en fait, c'est un ensemble de pratiques qui a pour but, en fait, de faciliter la communication entre les développeurs et les opérationnels, donc les ingénieurs opérationnels et les ingénieurs développeurs. Pour moi, en fait, qui est un background purement développeur, à un début, je comprends en fait que souvent, après avoir développé une application, ce qui va se passer après ne nous intéresse plus en fait. Comment ça va se déployer, ce n'est plus notre problème, les montages, charges, on veut rien comprendre. Et cette façon de faire en fait crée les problèmes entre les développeurs et les opérationnels. Donc, la philosophie DevOps en fait est là et essaie en fait de réunir ces deux mondes-là. Les développeurs, eux, avant, ils avaient déjà leur méthodologie agile, ils avaient déjà une certaine façon d'itérer, de travailler pour pouvoir livrer en continu des nouvelles fonctionnalités sans pour autant perdre le fil. En cas de problème, ils pouvaient facilement rentrer en arrière, mais ce n'était pas le cas avec les opérationnels. Donc, un DevOps, en fait, c'est celui-là en fait, qui mélange deux skills à la fois, c'est-à-dire ceux d'un développeur qui connaît comment, une application est développée et aussi les skills d'administrateur, d'administrateur système, qui connaît en fait toutes les étapes qui peuvent être mises en place afin de déployer une application qui sera résiliente, qui ne va pas tomber en panne chaque moment, qui sera toujours disponible de façon automatisée sans pour autant avoir de problème. Donc, ce profil est extrêmement intéressant pour une compagnie qui aimerait en fait fluidifier et rendre agile et très rapide la mise en place et ou la mise à disposition d'un produit très rapidement à une clientèle. Ensuite, nous avons une petite image qui essaie en fait de nous expliquer en fait ce qu'est le DevOps. Donc,
nous avons tout autour de cette image en fait un ensemble d'outils qui sont utilisés à chaque, euh, à chaque embranchement, si je peux dire ça comme ça. Bon, par exemple, le build, nous pouvons utiliser un outil comme Jenkins. Pour le code, nous pouvons utiliser Git ou Bitbucket, GitHub. Pour la planification, nous pouvons utiliser les outils comme Jira, Trello, Asana. Pour le déploiement, nous pouvons utiliser Octopus Deploy. Pour les opérations, Kubernetes, Docker Swarm qui est aussi un autre orchestrateur de conteneurs. Pour monitorer notre application, c'est-à-dire pour avoir des métriques, savoir si tout se passe bien et tout. Nous avons aussi d'autres outils et également pour effectuer des tests, nous avons des outils comme Selenium ou Cucumber. Donc, ensuite, quelles sont les principales missions dans DevOps? Déployer les applications dans un premier temps, s'assurer en fait de la phase de test, même au-delà du développement de l'application, que tout fonctionne bien, et s'assurer aussi de la qualité du produit en le monitorant. Alors, c'est quoi GitHub Action? GitHub Action en fait nous aide à faciliter l'automatisation de workflow d'application. Donc, il nous aide à mettre en place réellement des workflows CI/CD vraiment de qualité. Donc, nous pouvons builder notre application, nous pouvons la tester et ensuite la déployer directement à partir de la plateforme GitHub, ce qui est vraiment très très intéressant. Donc, comme autre outil CI/CD, nous avons Jenkins, nous avons GitLab CI/CD, nous avons Cycler CI, nous avons aussi Crevis CI et bon nombre. Là, c'est juste quelques-uns des outils CI/CD qui sont utilisés. Alors, pourquoi vous devez utiliser GitHub Action? Donc, pour moi, déjà, ça c'est à mon avis. Déjà parce qu'il est gratuit. En tout cas, il est assez gratuit pour les projets assez simples d'une certaine envergure. Pour moi, c'est assez suffisant. Ensuite, il est directement disponible sur GitHub. Vous n'avez pas besoin d'aller encore sur une autre plateforme pour pouvoir mettre en place vos workflows. Bon, cela peut aussi être un désavantage parce que vous ne voulez pas forcément être lié directement à GitHub. Vous ne voudriez pas forcément mettre vos codes sur GitHub pour pouvoir coder. Vous pouvez le mettre ailleurs, mais pour moi, c'est un avantage aussi parce que la plupart des projets sur lesquels je travaille sont sur GitHub. Et c'est l'une des plateformes open source où la plupart des développeurs euh, travaillent. Donc, nous avons les actions qui sont des plugins et nous avons une très 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 forte communauté qui développe en fait des plugins à chaque fois. Donc, vous pouvez trouver beaucoup de plugins qui vont vous aider à effectuer énormément d'actions répétitives ou complexes très simplement. Ensuite, c'est très facile à utiliser. Nous le verrons dans la deuxième partie. C'est vraiment très 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 simple à utiliser. C'est facile à mettre en place aussi et à maintenir. Vraiment très simple. Très simple. Là, peut-être je ferai une autre vidéo plus tard pour montrer en fait comment euh, héberger nos propres runners GitHub Actions sur notre serveur et pour déployer une application web du style React, Angular ou bien Vue.js tout simplement. Ok. Ensuite, nous avons une petite comparaison entre Jenkins et GitHub Actions, vu que actuellement Jenkins est quand même l'outil CI/CD, à mon avis aussi, qui est parmi les meilleurs. Donc, en ce qui concerne l'environnement, c'est disponible sur la plupart des OS, que ce soit les OS Linux, macOS et Windows. GitHub Actions et Jenkins peuvent tourner sur ces environnements-là. En ce qui concerne la configuration, euh, Ascode, GitOps, c'est disponible sur les deux plateformes. Le parallélisme, c'est-à-dire pouvoir effectuer plusieurs jobs en parallèle, c'est disponible sur les deux plateformes. Le support de branche, également disponible sur les deux. L'authentification, disponible. L'intégration asynchrone n'est pas disponible sur Jenkins, mais est disponible sur GitHub Action. Serverless,
Serverless n'est pas disponible sur Jenkins, mais est disponible sur GitHub Action. Serverless, c'est pouvoir déployer quelque chose sans pour autant se soucier de comment l'infrastructure en dessous, le serveur, quelle quantité de serveur, quelle quantité de mémoire et tout. Vous ne vous occupez pas de ça, vous déployez juste votre, votre, votre fonction. C'est plus utilisé dans les cas des fonctions et vous allez juste payer en fait pour juste le temps où votre fonction a été exécutée. C'est ça qu'on appelle serverless. Le statut de visibilité. Est-ce que les statuts sont visibles en fait? Oui, c'est visible sur Jenkins et sur GitHub Action. Les ad hoc, les workflows ad hoc, c'est disponible sur Jenkins, mais pas sur GitHub Action. En ce qui concerne les coûts, automatiquement Jenkins, vous devez l'héberger sur votre infrastructure cloud. Et le prix en fait que vous allez payer, ça va dépendre de combien en fait va peut-être coûter un Roblet sur votre infrastructure ou bien un EC2 sur votre infrastructure également. Alors que GitHub Action de base, vous pouvez l'utiliser directement sur GitHub. C'est vrai, il y a un forfait pour la gratuité, mais vous pouvez aussi l'héberger, donc vous pouvez faire les deux. Donc ça c'était juste une petite comparaison pour ceux qui sont un peu curieux et qui aimeraient savoir la différence. Alors, c'est quoi Docker? Docker, en fait, c'est un outil qui nous permet de packager nos applications et ses dépendances de façon isolée dans un conteneur. Donc, voyez un peu un conteneur comme une boîte qui prend votre application et prend ses dépendances et les cloisonne en fait. Et votre application va tourner dans cette boîte-là indépendamment de quel serveur sur lequel il sera déployé ou autre. Vous allez juste avoir votre application qui va tourner là à l'intérieur et pouvoir être déployée partout. Donc c'est vraiment très léger comme environnement de développement, si je peux dire ça comme ça. C'est une très bonne alternative à la virtualisation traditionnelle qui est basée sur les machines virtuelles. D'accord, alors, comment fonctionne Docker en fait? Donc ici en fait nous avons un petit schéma et nous avons le client là en fait qui donne certaines actions. Là il peut dire Docker build pour builder une image, Docker pull pour récupérer une image, Docker run pour faire tourner un conteneur. Donc quand le client donne en fait cet ordre-ci, l'ordre est reçu par le démon Docker au niveau de l'autre qui interprète et exécute l'action. Donc par exemple, l'image, le client peut lui dire ok, Docker pull, c'est-à-dire récupère-moi l'image en fait, l'image qui va s'appeler Redis ou Ubuntu, qui sont hébergés en fait sur un registre distant. Nous allons dire que le registre distant dans ce cas-ci c'est peut-être Docker Hub. Donc le démon va aller chercher l'image Ubuntu et ou Redis et va venir la stocker en fait dans l'autre à ce niveau. Ensuite, le client peut lui dire ok, tu as fini de pouler l'image, vas-y maintenant et lance-moi en fait un conteneur Ubuntu grâce à l'image Ubuntu que tu as poulé tout à l'heure. Et là, il va lancer un conteneur en fait Ubuntu qui sera en fait un environnement en fait cloisonné où en fait l'environnement Ubuntu sera en train de tourner, l'OS Ubuntu sera en train de tourner. Bon, il y a un débat, est-ce que l'image Ubuntu est un OS ou pas? Pour moi, c'est pas important. L'essentiel, c'est que ça fasse le travail en tout cas. Donc, la différence entre Docker et une machine virtuelle. Bon, comme vous pouvez le voir sur nos images, en fait, la machine virtuelle, c'est, en fait, nous avons d'abord la machine hôte dans laquelle, pour faire tourner chaque application, on va en fait lancer un OS qui sera un OS invité sur la machine physique. Et là, nous allons faire tourner nos applications. Ça, c'est basiquement le principe de la virtualisation grâce au principe de machine virtuelle. Alors que Docker, en fait, qu'est-ce qu'il lui fait? Il va directement, en fait, mettre le moteur de containerisation, dans notre cas ici, c'est Docker. Il va lancer, en fait, plusieurs conteneurs, en fait, qui seront des petites applications, en fait,
qui vont tourner directement sur l'autre grâce en fait au moteur de containerisation Docker. Donc c'est ça la différence. Si vous voulez virtualiser plusieurs applications, il va forcément falloir que vous ayez aussi une machine très puissante et cela demande énormément de ressources. Alors que grâce à Docker, vous pouvez même facilement faire tourner un conteneur Microsoft, Microsoft Server, Postgre, MySQL dans votre machine sans avoir à l'installer, à installer une machine virtuelle. Bref, c'est très simple. C'est très simple. Ensuite, quelques vocabulaires. Nous avons le Dockerfile. Le Dockerfile, c'est quoi? C'est juste un fichier qui nous aide en fait à créer notre image qui sera adaptée à nos besoins étape par étape. Donc j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin d'une image de base qui sera peut-être, disons, Ubuntu version telle. Ensuite, j'aurais besoin que tu fasses telle action, j'aurais besoin que tu lances telle commande dans le conteneur, j'aurais besoin que tu copies ceci, j'aurais besoin, mon application aura besoin de telle dépendance, donc il faudrait que tu la télécharges, etc. etc. C'est le Dockerfile qui détermine en fait toutes ces actions-là. Ensuite, nous avons le Docker Compose. En fait, le Docker Compose est un outil qui est écrit en Python qui nous aide à décrire dans un fichier YAML comment certains conteneurs vont être lancés sous forme de service. Ça, c'est Docker Compose en lui-même. Maintenant, le fichier Docker Compose en fait, va nous aider en fait, à ordonnancer toutes ces étapes-là et à pouvoir déployer très facilement une application sous forme d'infrastructure as code. En fait. Donc, prenons le cas par exemple de l'application WordPress que je veux déployer sur un serveur distant. Tout ce que j'aurai à faire, c'est juste installer Docker sur cette machine, récupérer le Docker Compose qui décrit en fait comment ça va se passer en fait pour pouvoir installer WordPress. Et on aura besoin d'une base de données qui sera peut-être MySQL ou Postgre. Nous aurons besoin de l'image de ce Postgre là, nous aurons besoin de l'image de WordPress, les mettre peut-être dans le même réseau, etc. etc. Et grâce à Docker Compose, vous allez juste taper une petite commande qui sera Docker Compose Up et c'est tout. L'infrastructure va se mettre en place, ça va tout installer pour vous et vous aurez juste à vous lancer et c'est terminé. Alors, c'est quoi Kubernetes? Kubernetes, en fait, c'est un outil open source qui a été designé en fait de pouvoir fournir une plateforme automatisée qui peut facilement scale en fonction de la demande sur une application qui est déployée sur un serveur sous forme de conteneur. Donc vous avez un cluster KVTS dans lequel vous avez des conteneurs qui tournent dans des portes et ces conteneurs en fait en fonction de la charge peuvent être multipliés, peuvent être supprimés, etc. etc. en fonction de la demande sur votre cluster. Et ça se fait de façon très intelligente en fait. Nous allons voir ça dans la partie pratique. Donc, Kubernetes a été créé le 7 juin 2014 par Google. Actuellement, il est open source sous la licence Apache et la dernière version, actuellement, c'est la version 1.24.1. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la version qui est disponible, c'est la dernière version de Kubernetes qui a été release le 26 mai 2022. Ensuite, un peu de vocabulaire parce que il va falloir, pardonnez-moi, il va falloir comprendre en fait, il va falloir comprendre certains vocabulaires pour pouvoir suivre au moment où nous allons passer à la pratique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un node? Un node, c'est une machine en fait qui appartient à un cluster Kubernetes. Avant, on l'appelait Minion, mais ce node peut être une machine virtuelle ou une machine physique, dépendamment du cluster. Si c'est un cluster hybride, par exemple, vous avez les machines physiques, les machines virtuelles et tout et tout. Ensuite, nous avons les pods. Bon, un pod, en fait, c'est un groupe d'un ou de plusieurs containers qui partagent en fait le même espace de stockage et de connexion et qui ont pour spécificité en fait de tourner, de faire tourner ce conteneur en fait. C'est ça en fait un pod. Un réplica set, c'est
un objet Kubernetes qui permet en fait de répliquer, comme son nom l'indique, donc de pouvoir permettre en fait que sur un cluster Kubernetes, on va dire, j'aimerais en fait que il y ait un certain nombre de ports. Donc, le port, en fait, c'est la plus petite entité qui est disponible sur un cluster Keratest. Et le réplicateur va s'assurer, en fait, qu'à un certain instant donné, il y ait toujours minimum tel nombre de ports qui sont lancés dans mon cluster. Et c'est le réplicateur qui se charge, en fait, de cette tâche-là. Ensuite, nous allons le deployment. Le deployment, c'est un objet Keratest qui a qui a aussi pour objectif en fait de pouvoir lancer des portes. Mais lui en fait il peut contrôler un réplica qui lui aussi peut contrôler les portes. Donc il est un peu plus, il a une plus grosse marge de manœuvre que de déployer directement un porte ou un réplica. Donc, et d'ailleurs, ce K8S, la bonne pratique est en fait d'utiliser les déploiements quand vous voulez déployer vos applications. Alors, c'est quoi un service? Bon, un service dans un cluster K8S, c'est juste un objet REST qui est un peu similaire à un port, mais à la différence, c'est que lui, il aide en fait à rendre disponible nos clusters à l'extérieur. Donc vous avez déployé un port, mais vous voulez que ce port en fait soit disponible à l'extérieur. Là, vous allez utiliser un objet de type service auquel vous allez lier le port. Donc, je répète encore, ce cours en fait n'est pas là pour vous apprendre fondamentalement au fond comment ça fonctionne, mais pour les personnes qui ne, ne sont pas familiers à cela, en fait, j'ai cru nécessaire en fait de pouvoir expliquer ne serait-ce que les concepts de base avant de passer à la partie pratique. Alors, compréhension basique en fait d'un cluster K8S. Comment ça fonctionne? Donc, nous avons l'API server ici à ce niveau, le Kube API server en fait, qui permet en fait la communication avec notre cluster K8S depuis l'extérieur. Donc, vous voyez là, nous avons un fichier YAML, une commande en fait qui vient de l'extérieur de notre cluster et qui arrive là. Ensuite, nous avons le TCD qui est ici derrière, qui est ici dehors, qui appartient toujours au node master. Et en fait, le rôle de l'ETCD, c'est de pouvoir sauvegarder en fait toutes les informations ou toutes les opérations qui se passent sur notre cluster. Ensuite, nous avons le scheduler en fait qui a pour rôle de planifier comment les actions ou bien une action va être effectuée sur le cluster. Donc, par exemple, là, il y a une action qui peut être demandée ici. L'API server va demander au job scheduler en fait comment en fait on peut faire ça. Et lui, il va dire en fait quelle est la procédure en fait à suivre pour pouvoir réaliser cette opération. Donc, ensuite, nous avons le controller manager. En fait, lui, son rôle en fait c'est de s'assurer en fait que tous les nœuds qui sont disponibles, en fait que tous les nœuds qui sont disponibles, qui sont sur le cluster fonctionnent comme cela devrait se faire, parce que c'est lui en fait qui connaît quel nœud a telle capacité, quel nœud contient déjà tel nombre de ports, ce nœud-ci a tel problème, etc., etc. Et en fonction de cela, il peut prendre des décisions. Donc, ensuite, nous avons deux types de nœuds. Nous avons les nœuds de type master et les nœuds de type worker. Donc, les nœuds de type master, en fait, c'est lui qui contient les API server, le scheduler, le controller et le ETC CD. Les nœuds de type worker, en fait, eux, ils contiennent le kubelet. Le kubelet, en fait, c'est lui, en fait, qui écoute et exécute les actions qui lui sont envoyées par le master. Ensuite, nous avons le proxy. Le proxy, en fait, lui, son rôle, en fait, c'est d'interconnecter les containers qui sont dans les pods, en fait. Donc, quand les pods sont créés, en fait, il va les interconnecter. C'est son rôle à lui, en fait. Donc, basiquement, c'est cette compréhension basique qu'il faut avoir, en fait, d'un cluster K8S et des différents comment je veux dire ça, des différentes parties qui entrent en jeu au moment de l'utiliser.
Donc, quels sont les principaux objets K8S qu'il faut connaître? Les principaux objets Kubernetes, à mon opinion. Ça, c'est mon avis. Ce sont les principaux objets qu'il faut connaître. Donc, nous avons les portes. Comme je l'ai dit, c'est la plus petite unité qui est disponible dans un cluster K8S. Nous avons les réplicas 7 qui permettent en fait de pouvoir avoir un certain nombre de ports disponibles, de versions de ports disponibles sur un cluster K8S à un certain moment donné. C'est grâce au réplica 7. Et nous avons le deployment en fait qui permet d'avoir plusieurs versions de réplica 7 sur un même cluster. Donc grâce à ce deployment, je peux avoir la version 1, la version 2, la version 3 de différents ports qui tournent sur le même cluster. Et ici en bas, en fait, ces ports-là vont tourner dans différentes. Vous allez voir peut-être ce port-ci va tourner dans ce nœud-ci, sur cette machine-ci. Et celui-ci, en fait, il va tourner sur cette autre machine-ci. Ok, compréhension des namespaces. En fait, le namespace, qu'est-ce que c'est? Le namespace, qu'est-ce que c'est? C'est une façon en fait d'organiser notre cluster en sous-cluster. Il permet en fait d'utiliser, il peut être très utile quand on veut compartitionner en fait notre cluster en différents environnements de travail. Donc on peut dire que ok, nous allons avoir un namespace de production où uniquement les objets qui ont créé à la production vont tourner. Et ici, nous pouvons avoir le workspace de qualité, de tests de qualité, de développement, où à chaque fois qu'on va mettre à jour quelque chose, ça va tourner uniquement sur sur ce namespace. Et tout ça est cloisonné en fait. Ils ne vont jamais se connaître, ils ne vont jamais s'interconnecter ou entrer en conflit vu qu'ils seront cloisonnés à un seul namespace. Et cela peut être très utile quand nous voulons déployer notre infrastructure, notre cluster d'une certaine façon sur la même machine et avoir plusieurs environnements de travail en même temps. Ok, qu'est-ce que c'est que Digital Ocean? Digital Ocean, en fait, c'est juste un cloud provider comme la plupart des autres. Sauf qu'avec Digital Ocean, en fait, vous avez certains avantages, là encore, à mon opinion. Ça n'engage que moi ce que je vais dire là maintenant. Déjà, les prix sont extrêmement bas. Voilà. Les prix sont très 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 bas comparé à d'autres cloud providers. La facturation est claire en fait. Quand Digital Ocean vous dit que d'accord, je vais vous donner, je te donne un goblet à 5 dollars, franchement, c'est 5 dollars en fait que vous allez avoir. Or, avec d'autres cloud providers, je pense que c'est souvent un peu, du moins pour avoir déjà utilisé, pas que je pense, vous avez souvent des surprises bizarres. Pour le cas par exemple de chez AWS, pour ne citer que celui-là, je pense que souvent vous avez dernièrement j'ai lancé un cluster, je me suis retrouvé avec 7 dollars en, 3, en 72 heures, j'ai rien compris en fait, ce qui s'était passé, peut-être ça a lancé certaines machines. En fait, c'est clair en fait parce qu'il n'y a pas d'autres choses euh, qui sont souvent apprises à contre-coup. C'est-à-dire, c'est après en fait que vous comprenez pourquoi vous avez été facturé plus cher en fonction de certaines choses. Et je trouve ça cool en fait. Je ne sais pas, d'autres vont comprendre en fait ce que je dis, peut-être pas d'autres, mais en fait, moi je trouve que c'est très important d'être sûr, de pouvoir planifier un budget pour votre cloud et pouvoir payer justement euh, pour cela en fait. Et sans surprise, c'est pas que les autres cloud providers vous n'allez pas utiliser. Vous n'allez pas payer pour ce que vous allez utiliser. C'est vous allez payer pour ce que vous allez utiliser, mais payer pour ce que vous avez planifié en fait. Je pense que c'est ça le bon terme. Vous allez payer uniquement pour ce que vous avez planifié. Il n'y aura pas un volume quelque part qui est resté tourné. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc, l'interface est assez intuitive, vous allez le voir tout à l'heure. L'interface de digital, de digital Ocean est vraiment très, très, très intuitive. Vous ne pouvez pas chercher quelque chose, vous allez aller d'abord dans les rôles, activer telle policy pour faire telle chose, aller faire telle ou telle chose. Bref, ça devient très compliqué à un certain moment et on ne se retrouve plus. Mais l'interface est très intuitive, même pour un novice.
La qualité de la documentation, oui. Ils ont une très bonne documentation. Euh, tous les services nécessaires en fait sont présents. Quand je dis tous les services nécessaires, c'est réellement tous les services nécessaires pour pouvoir faire quelque chose de franchement bien. Que ce soit au niveau des volumes, au niveau des gobelets, au niveau de load balancer, au niveau des fonctions, ils ont introduit les fonctions, au niveau des registres pour ceux qui veulent sauvegarder les images Docker sur Digital Ocean. C'est vraiment, c'est suffisant en fait. Là, je mets entre parenthèses en fait que malgré la multitude des services d'AWS, c'est très intéressant, mais la plupart des projets en fait qui sont utilisés n'utilisent même pas les 1/5 de ces services-là. Donc ça, c'est une réalité. Pourquoi aller payer plus cher alors que à côté, vous avez moins cher? Mais au-delà de tout, au final, ça dépend aussi. Ça dépend déjà de tout un chacun et ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, en fait. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Voilà, il est adapté aux petits projets qui peuvent très facilement monter en, en besoin. Et digital, c'est un peu chiffre. Donc vous avez commencé avec un petit projet, ensuite vous vous rendez compte que j'ai une charge de travail, j'ai des clients qui sont beaucoup intéressés à tel moment, j'ai besoin d'une machine plus performante, j'ai besoin de scale de façon horizontale ou verticale en augmentant plus de RAM, de mémoire, de processeur, etc. Digital Ocean peut faire ça. Et ensuite, simple is the key. En fait, je pense que plus c'est simple, plus c'est mieux. Franchement, quand vous pouvez designer la plus meilleure application du monde. Quand on est ici au cours pas, ça ne sert à rien. Donc moi je préfère quand c'est simple et ça fait le travail. Donc qu'est-ce que nous allons faire dans la partie pratique de cette vidéo? Nous allons mettre ceci en place en fait. Donc ça sera en fait notre pipeline CI/CD grâce à l'outil GitHub Action et qui va, qui va déployer notre application sur notre cluster qui sera hébergé chez Digital Ocean, tout simplement. Donc, je vais un peu essayer de l'expliquer. Au départ, donc, nous allons avoir notre développeur ici en bas, en fait, qui va coder son application Node.js. Nous allons la coder, ne vous inquiétez pas, from scratch, du début jusqu'à la fin. Et il va y mettre un commit, en fait. Il va mettre un commit sur GitHub au niveau du registre de l'application. Et quand il va justement faire ce commit là, un pipeline va se lancer. Quand le pipeline va se lancer, GitHub Action va prendre le relais. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va builder l'image. Il va tester notre image, l'image de notre application Node.js. Et si les tests sont concluants, il va pousser cette image sur le Docker Hub parce que ça ne sert à rien de pousser une image sur le Docker Hub et en fait se retrouver avec une image qui a des problèmes plus tard. Donc on va d'abord la tester et si les tests sont concluants, on va pousser cette image au niveau du Docker Hub. Et ensuite, après avoir déployé notre application, notre image au niveau du Docker Hub, nous allons maintenant la déployer au niveau de notre cluster K8s. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau du cluster? En fait, on va récupérer la dernière image qui a été mise à jour au niveau du Docker Hub. Nous allons l'envoyer au niveau de notre node. Et quand cela sera fait, en fait, nous allons déployer deux réplicants en fait, de notre application Node.js que nous allons lier à un service K8s afin de pouvoir exposer notre application au client. Enfin, parce que tout ceci, on le fait en fait, c'est pour que notre client puisse avoir la version la plus récente en fait de notre application. Donc tout simplement, ça sera ça. On commit, on push notre code, on lance le pipeline ici, on build l'image, on la teste. Quand on teste notre image, qu'est-ce qu'on fait? On la pousse sur le Docker Hub. Après avoir poussé cette image sur le Docker Hub, on la déploie si tout est correct. Et quand on la déploie, on récupère la dernière image, on recrée les ports du moins. On charge la dernière image on redéploie nos ports, on lie nos ports dans un service et on rend notre service enfin disponible à l'extérieur grâce à un service pour que notre client en fait puisse avoir accès
à cette application. Donc, tout simplement, ça sera ça. Je vous remercie pour votre attention. Et ceci, en fait, met fin à la première partie de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. Ciao.